Que de mots anxiogènes en cette rentrée. Inflation, crise énergétique, ralentissement de l'économie mondiale. Le risque d'une récession se précise. Comment en est-on arrivé là? Peut-on éviter le pire? Avec nous pour en parler, Marc Toiti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste, président du cabinet ACDEFI, auteur du livre Reset 2. On comprendra pourquoi tout à l'heure 2. Quel nouveau monde pour demain, ou plutôt bienvenue dans le monde d'après, qui est encore plus clair. Pierre Verluise, bienvenue à vous également. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur du site diploweb.com. Vous avez longtemps enseigné la géographie politique à la Sorbonne, géographie politique qui peut bien nous aider aujourd'hui. Alors messieurs, avant de vous entendre, tiens, peut-être avant de faire un tableau mondial, j'ai prononcé ce mot récession. Pour le commun des mortels, c'est quoi une récession en quelques mots? Une récession, c'est très simple. C'est lorsque l'activité baisse pendant 2 trimestres consécutifs. Donc, on a déjà eu le cas, c'est aux États-Unis, c'est-à-dire le premier et le deuxième trimestre 2022, l'activité, ce qu'on appelle le PIB, en fait, la richesse qu'on crée, a baissé donc pendant 2 trimestres consécutifs. Nous, en Europe, c'est pas encore le cas, mais on a ce qu'on appelle des indicateurs avancés qui viennent de sortir encore aujourd'hui, qui montrent que malheureusement, ça risque d'être le cas au troisième et au quatrième trimestre 2022. Donc c'est un petit peu le drame, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui menacés par cette récession et surtout c'est pas simplement un chiffre, c'est que si jamais il y a une récession, derrière il y aura moins de création d'emplois, voire il y aura des destructions d'emplois et surtout du chômage et donc des risques sociaux et sociétaux, notamment évidemment en France et en Europe. Avec des conséquences concrètes. Alors on n'en est pas là, mais on va voir pourquoi on emploie ce mot. Mais voici où on en est. Récit signé Florent Krebseg. Au début de l'année, tout avait si bien commencé. Après les tensions liées à la pandémie, l'horizon semblait dégagé. Et puis... J'ai pris la décision d'une opération militaire. Des bombardements, des morts, des destructions. Une guerre en Europe, un conflit accompagné de ses conséquences économiques mondiales sur les prix des aliments, des matières premières et de l'énergie. Le deuxième choc est aux États-Unis. À la fin de l'année dernière, coup d'arrêt inattendu de la croissance et montée en flèche de l'inflation. Aujourd'hui, nous relevons le taux d'intérêt directeur de 3/4 de point. Les hausses de taux d'intérêt s'enchaînent. L'inflation est combattue, quitte à provoquer le ralentissement de l'économie. Même chose en Europe, où la Banque centrale se bat contre une perspective de récession. Le troisième choc économique vient de Chine. La politique du zéro Covid et son cortège de confinement provoquent encore aujourd'hui des tensions sur la production et la main-d'œuvre. Ce pays, considéré comme le moteur de l'économie mondiale, est lui-même en difficulté. Et comme un problème ne vient jamais seul, Pékin est confronté à une gigantesque crise immobilière. L'immobilier, c'est un quart de l'économie chinoise. Le Fonds monétaire international, si optimiste en octobre dernier, a régulièrement revu à la baisse ses prévisions, nous promettant il y a quelques jours, sur la page d'accueil de son site, un avenir sombre et plus incertain. Quelqu'un a-t-il une bonne nouvelle ? Alors Marc Toiti, avez-vous une bonne nouvelle? Y aura-t-il oui ou non récession? C'est inéluctable ou pas? Malheureusement, c'est triste à dire, mais quand il y a une forte phase d'inflation, on s'en sort toujours avec une récession. C'est historique, c'est-à-dire que, d'ailleurs on l'a dit un petit peu dans le reportage, c'est-à-dire que l'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine, il ne faut quand même pas l'oublier. L'inflation a commencé dès 2021 à cause d'une erreur de stratégie économique, c'est-à-dire qu'en 2021, alors qu'on sortait enfin de cette pandémie, on a continué d'augmenter les dettes publiques, on a continué ce qu'on appelle la planche à billets, ça veut dire le financement de ces dettes publiques par les banques centrales, et donc on a augmenter artificiellement la demande. Et ça, si vous voulez, c'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, parce que l'offre, la production ne suivait pas, eh bien les prix augmentent. C'est comme ça qu'est née l'inflation. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. Les Américains, dès la fin 2021, ont dit on s'est trompé, il faut maintenant arrêter cette politique ultra accommodante parce qu'il y a trop d'inflation. Alors que nous, malheureusement, en Europe, on a toujours pas vraiment changé. On n'a pas fait notre mea culpa et on voit bien que on a du mal aujourd'hui parce qu'on va devoir remonter les taux d'intérêt alors qu'il y a une récession. Ouais. Donc ça va aggraver effectivement cette récession, justement par manque, je dirais, de vision économique. Je pense que le grand enjeu, malheureusement, c'est que nos dirigeants, notamment dans le monde développé, malheureusement, n'ont pas vu, ne sont pas rendus compte de cette inflation. Il y a encore quelques mois, ils disaient « Non mais ne vous inquiétez pas, l'inflation c'est transitoire, ça ne va pas durer. Ouais. » Et c'est encore une fois ce manque de vista que nous payons aujourd'hui. Alors justement, je me tourne vers vous, Pierre Verluise. La guerre en Ukraine a-t-elle bon dos? Ça peut surprendre de poser la question, mais c'est vrai que c'était une inflation qui était déjà là avant. La difficulté est que la situation est difficile, certes, mais qu'il faut se garder de trop servir la soupe au narratif russe. Le narratif russe vise à fragiliser des opinions occidentales qui sont dans une situation pénible depuis le Covid, ça a été rappelé,
En disant, vous voyez, finalement, les sanctions qui ont été prises contre la Russie, elles se retournent contre vous. Ouais. En réalité, les sanctions qui ont été prises contre la Russie commencent à produire quelques effets. Peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire, c'est un autre sujet. Mais ce qui est certain, c'est qu'on entre dans un monde où on comprend depuis quelque temps que, oui, le monde est conflictuel. Et en fait, le fond du sujet, c'est que nous avons voulu pendant longtemps oublier que le monde est conflictuel. Mais en fait, le monde vient du chaos, il retournera au chaos, et entre les deux, c'est le bordel. C'est la norme. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a refusé de le penser pendant fort longtemps. Et que la géopolitique qui permet de penser la confrontation entre des acteurs sur des enjeux de territoire, finalement, on attend 2019 pour que la Commission européenne dise « je suis une commission géopolitique ». Pour ma part, depuis 2007, avec Céline Bayou, j'ai co-signé un chapitre dans un ouvrage intitulé « La Russie », dirigé par Mme Siatoni aux éditions CEDES, qui montrait que la Russie utilise l'arme, dès 2007, on l'avait compris, comme une arme géopolitique. Aujourd'hui, un quotidien du soir titre « La Russie utilise l'énergie comme une arme ». Bravo, il est un peu tard pour le comprendre. Que de temps perdu, que de milliards perdus, que de moyens non mobilisés pour comprendre que oui, le monde est chaotique, que l'Union européenne doit se doter d'une approche géopolitique, comprendre quels sont ses vrais intérêts, quels sont ses vrais alliés, quels sont ses ennemis, quels sont les concurrents auxquels elle doit faire, comment en permanence se réinventent les logiques de domination. Aujourd'hui, le numérique est central, il ne l'était pas voici 25 ans. Et ça, c'est un effort que nous n'avons pas fait. Mais sans vouloir être cynique, vous nous parlez de l'Europe, c'est-à-dire que pour vous, l'Europe est la grande perdante de la crise actuelle ? L'Union européenne a tardé à faire sa révolution géopolitique. L'Union européenne, poussée par M. Poutine, fait enfin une approche vers une autonomie stratégique. Il est plus que temps, il est urgent de comprendre que oui, le monde est conflictuel, oui, nous n'avons pas au sein de l'Union européenne tous les mêmes intérêts, mais nous sommes tous sur un espace qui est à côté de la Russie, et quoi qu'on fasse, la Russie restera très probablement à l'est de l'Union européenne. On va évoquer après la Chine, mais juste sur cette question, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que tout de même, 158 milliards d'euros en 6 mois d'hydrocarbures vendus par la Russie, je veux dire, en tout cas, la Russie n'est pas asphyxiée, contrairement à ce qu'avait dit Bruno Le Maire avant de se raviser. Complètement, je pense que le vrai problème, en fait, c'est que cette crise est encore une fois un échec de l'Europe. C'est-à-dire, peut-être ça va aller mieux demain, mais pour le moment, et d'ailleurs, quand on voit toutes les dernières crises, depuis même le 11 septembre 2001, qui a eu lieu aux États-Unis, ou la crise de Lehman Brothers, là aussi, ça vient des États-Unis. À chaque fois, qui paye le plus lourd tribut, c'est l'Europe. Parce que nous ne sommes pas assez préparés économiquement parlant. Et là, on le voit aujourd'hui. Ce qui a été incroyable, c'est de découvrir, c'est comme quand il y a eu le coronavirus, on a découvert qu'on était dépendant des exportations chinoises. Ben là, on se rend compte, tiens, c'est marrant, 60% du gaz russe allemand vient d'Allemagne. Et les Allemands, il y a quelques années, ont choisi, c'est un choix souverain, d'arrêter complètement le nucléaire. Nous-mêmes, les Français, on a la chance d'avoir encore 40% de notre mix énergétique qui est nucléaire, mais on voulait effectivement réduire de moitié. D'ailleurs, aujourd'hui, seulement la moitié de centrales nucléaires fonctionnent. Donc, c'est nous-mêmes qui nous sommes rendus dépendants, effectivement. Donc, les États-Unis peuvent éviter la récession, ou la Chine, c'est entre leurs mains? Oui, les Américains, si vous voulez, c'est facile pour eux de dire on va faire un boycott. Eux, ils sont indépendants énergétiquement. Ce que nous ne sommes pas. Et c'est vrai que, encore une fois, aujourd'hui, ce qui permettrait de sauver l'Europe, ça serait une Europe de l'énergie. Ça fait 20 ans qu'on en parle. 20 ans, évidemment, qu'on ne la fait pas. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que justement, au sein même de l'Europe et même de la zone euro, si vous voulez, on voit qu'il y a des dissensions. Et certains pays, par exemple l'Italie, qui a été chercher le gaz, je dirais, en Algérie, et donc nous, on n'a pas pu, effectivement, les Français, le récupérer, entre guillemets. On voit qu'il y a plus, si vous voulez, l'Europe, c'est un jeu coopératif. Et là, ça devient un jeu, finalement, de moins en moins coopératif. Il n'y a qu'à lire la presse allemande ces derniers mois, qui est vraiment violente à l'égard notamment de la France. Et n'oublions pas, nous, pendant la pandémie, on a augmenté notre dette publique de 560 milliards d'euros. Une somme complètement folle. Quoi qu'il en coûte. Le fameux quoi qu'il en coûte. Et alors aujourd'hui, on a une dette publique de quasiment 120% de notre PIB. Les Allemands sont à 70%. On n'a jamais eu 50 points d'écart, c'est énorme. Donc les Allemands disent, attendez, mais on est dans la même zone euro normalement. Donc là, ça ne fonctionne plus. Et donc c'est ça qui est dangereux, c'est le manque de cohésion
au sein de l'Europe. Je pense que d'ailleurs c'est sur ça que joue la Russie et joue Poutine. Mais c'est vrai que pour le moment, il faut être honnête. Je ne suis pas pro-russe, simplement c'est une réalité. Ouais. La Russie n'a jamais dégagé autant d'excédents de la balance courante que depuis cette guerre en Ukraine. Donc c'est un peu le paradoxe. On a financé malheureusement cette guerre parce qu'encore une fois, un manque de vista, un manque de réalisme. On est dans le déni de réalité depuis des années et on se rend compte des difficultés une fois qu'on est face à cette réalité. Pierre Verluis, j'aimerais vous entendre. On a bien compris votre analyse sur l'Europe. Quid de la Chine? On a dit l'Europe et les États-Unis ont poussé Vladimir Poutine dans les bras de la Chine. Est-ce que la crise actuelle ne va pas profiter à créer un axe eurasiatique, Russie, Chine, Inde? Il y avait déjà des relations fortes entre la Russie et la Chine. Et la question clé, en fait, est la suivante. Quel va être le mâle alpha? Qui va dominer la relation entre la Russie et la Chine? Est-ce que c'est la Russie qui va réussir, parce qu'elle a une image parfois de grande puissance, à dominer la Chine? Ou bien est-ce que c'est la Chine qui était un pays du tiers-monde, vous devez avoir un avis sur la question, où on allait mourir de faim? Il y a eu plus de 30 millions de Chinois qui sont morts dans les années 50, c'est pas rien. Quel parcours! mais Ou est-ce que c'est la Chine qui va prendre l'ascendant? c'est pas évident À travers les routes de la soie qui sont maritimes et terrestres, les routes maritimes terrestres passent par la Russie. On a l'impression que c'est plutôt la Chine qui va peut-être prendre l'ascendant sur la Russie. Est-ce que les Chinois sont plus tendres que les Russes? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont plus loin, mais en même temps, nous nous sommes rendus interdépendants d'eux. Et je voudrais signaler que quand on a dit tout à l'heure précédemment l'Europe ceci, l'Europe cela, d'abord c'est pas l'Europe, parce que l'Europe ça n'existe pas, c'est l'Europe géographique, ou alors l'Union européenne. L'Union européenne, elle est ce que nous en faisons. Et quand je dis nous, c'est nous les consommateurs, c'est nous les électeurs, c'est nous les entreprises, c'est nous les lobbies divers et variés qui arrivent à peser sur la décision amont ou aval de façon absolument surréaliste. Ouais, mais est-ce que tout ce monde c'est les mafias est d'accord avec les dirigeants aussi? C'est ça la question. Derrière le narratif médiatique dont vous parliez, c'est vrai que tous les citoyens européens ne sont pas d'accord aussi. Les citoyens européens sont invités tous les 5 ans à se présenter pour choisir leurs députés européens. Ouais. J'observe que c'est comme ça depuis 1979, que depuis fort longtemps, il y a de moins en moins de gens qui vont voter, et c'est peut-être dommageable que ça fait plusieurs parlements élus avec moins de 50% de participation, et que c'est un sujet, et que oui, ça a été dit, nous avons des zones de fragilité. Nous avons des zones de fragilité antérieures au Covid. Nous avons, avec le Covid, des couches supplémentaires qui se sont ajoutées en termes de cohésion sociale. Nous n'avons pas entendu notamment que l'explosion des inégalités sociales depuis les années 80 allait finir par produire des effets. Ouais. Alors, messieurs le Temprin, on a vraiment 30 secondes. Dites-moi juste pourquoi, quand il y a une bulle immobilière et ces immeubles qui s'effondrent en Chine, pourquoi ça va impacter la vie d'un habitant au Mali, en Belgique, voire en Colombie? Le gros enjeu, encore une fois, c'est que la Chine est la locomotive de la croissance mondiale. Donc, évidemment, si elle ralentit, a fortiori, si elle tombe en récession, et bien que lorsque la locomotive s'arrête, le train, évidemment, s'arrête. Mais attention, ne sous-estimons pas les Chinois, parce que justement, je pense qu'ils seront largement à l'ascendant, puisqu'ils ont des réserves de change, ils ont les moyens de résister. Et donc, comme on l'a eu pendant la pandémie, ils sont sortis grandis justement de cette pandémie qui venait finalement de Chine. Donc, encore une fois, il faut être prudent, il faut éviter le déni de réalité. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau donc, pour cet éclairage sur ce risque de récession qui plane sur notre monde.